Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mars 2026 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bon retour parmi nous, Patrick. C'est un plaisir d'être avec toi, Nima. Patrick, permettez-moi de commencer par la nouvelle escalade dans la guerre au Moyen-Orient. L'attaque contre l'une des principales raffineries de pétrole d'Iran, la raffinerie de South Pars ou d'Assalouieh. C'est une escalade majeure. D'après votre compréhension de cette initiative, il semble que Netanyahou n'ait pas agi sans coordination avec les États-Unis. Des rapports indiquent qu'ils étaient en contact avec Washington avant l'attaque. Donc les États-Unis savaient qu'elle allait avoir lieu et ont suivi l'agenda de Netanyahou. À présent, ils ouvrent un front où l'Iran dispose d'un fort levier. Comme nous l'avons vu, l'Iran frappe des cibles en Arabie Saoudite et au Qatar. Comment percevez-vous cette escalade? Et selon vous, quelle a été la principale raison d'aller aussi loin, sachant à quel point la situation est déjà fragile de leur côté? Eh bien, je ne voudrais pas spéculer sur ce qui se passe entre Israël et les États-Unis, si ce n'est pour dire que les gens doivent comprendre que c'était intentionnel. Ce n'était pas un accident, c'était délibéré. Alors la question est, pourquoi? Il semble que l'administration Trump suive essentiellement Israël. Et cela touche au cœur du débat qui fait rage, celui dont je parle depuis un moment, comme d'autres d'ailleurs. Beaucoup de gens affirment « Non, il est impossible qu'Israël dicte les actions militaires des États-Unis. Il est impossible qu'Israël dicte les décisions de politique étrangère américaine. » Mais je ne pense pas que ce soit le cas. La prépondérance des preuves indique le contraire. Donc, quiconque avance cet argument à ce stade ne présente pas un argument sérieux. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent analystes ou experts en géopolitique, et ils avancent cet argument comme s'ils ne se rendaient pas compte qu'ils jouent le jeu des Israéliens et des Américains, parce qu'ils jouent aux bons flics et aux mauvais flics. Les États-Unis et Israël fonctionnent comme une équipe, et malheureusement, l'un de ses partenaires exerce une influence bien plus grande sur l'autre. Le plus petit partenaire, Israël, dispose d'un levier politique plus fort sur Washington. C'est documenté, il suffit de regarder les contributions de campagne du dernier cycle électoral. Alors ta question Nima, c'est pourquoi? Pourquoi un tel niveau d'escalade? Parce qu'il est clair que l'Iran avait déjà déclaré à l'avance que toute attaque de ce type contre ses infrastructures pétrolières et gazières entraînerait une riposte immédiate contre les infrastructures énergétiques des États du Golfe. Tu sais, c'est le nerf vital du Golfe. Ces monarchies n'existeraient pas. Elles ne pourraient pas se permettre toute cette protection militaire américaine si elles n'avaient pas de pétrole et de gaz à vendre. C'est aussi simple que ça. Alors, que se passe-t-il ici? Il faut se demander si c'est une stratégie d'Israël pour détruire les pays du Golfe. Et ensuite, tout ce qui suivrait, à travers des bouleversements chaotiques où la privation serait très facilement contrôlée par Israël, soit par des menaces militaires, du chantage ou en collaboration avec les États-Unis. Donc, s'ils estiment que ces familles du Golfe, initialement installées par les Britanniques, puis placées sous la tutelle des États-Unis pour contrôler ces monarchies, il semble que peut-être leur temps soit révolu. Peut-être que leur temps est écoulé. S'ils ne se montrent pas assez soumis, pas assez vassalisés aux volontés de l'Amérique, car certains propos sévères ont été tenus par des dirigeants du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite, mais pas uniquement, condamnant et critiquant vivement les États-Unis pour avoir déclenché cette guerre contre l'Iran. Les États du Golfe savaient ce qui pouvait potentiellement arriver. Washington le savait aussi. Mais ils ont peut-être pensé que les Iraniens bluffaient. Ou bien s'agit-il du fait qu'Israël veuille détruire ces pays du Golfe, les affaiblir et en fin de compte, les dominer?
car la plupart d'entre eux se sont retirés des accords d'Abraham. D'accord, l'Arabie saoudite joue le rôle principal dans cette affaire. Israël a déjà attaqué militairement le Qatar il y a seulement quelques mois, donc c'est un grand changement. Israël ne respecte pas vraiment ou n'a pas besoin de ces familles du Golfe au pouvoir. Il préférerait de loin placer une marionnette américaine ou israélienne à la tête du pays ou le voir se déchirer puis intervenir une fois la poussière retombée. Ensuite, ils peuvent conclure un accord avec ces monarchies du Golfe, selon lequel, si elles ne soutiennent pas les accords d'Abraham, si elles ne vont pas jusqu'à approuver un génocide de la population palestinienne autochtone, alors elles sont écartées. Elles sont finies. Et ils amènent potentiellement l'Iran à faire le sale boulot pour eux, peut-être. Ce n'est peut-être pas l'intention de l'Iran. Mais le résultat final sera des États monarchiques affaiblis dans le Golfe Persique. Maintenant, quant à la direction que cela prendra au bout du compte, Nima, c'est impossible à prévoir à ce stade. Mais c'est la seule explication que je peux trouver ici, car c'était intentionnel. Ce n'est pas simplement qu'ils ont visé la mauvaise cible ou qu'ils ont été un peu trop zélés. C'est une stratégie d'Israël. Ils savent ce qui va suivre. Et l'Iran a très peu de choix. Je veux dire, le seul choix que l'Iran a à ce stade, à part riposter de la même manière, serait d'aller voir les États du Golfe comme le Qatar et de dire « Eh bien, si vous allez permettre aux Américains et aux Israéliens de détruire notre GNL, notre gaz naturel, alors vous allez devoir nous en fournir. Et vous le ferez gratuitement. » Sinon, nous allons détruire votre pays, vos ressources. Ils devraient essentiellement extorquer du pétrole et du gaz aux États du Golfe pour maintenir l'Iran à flot. Sinon, vous savez, il y aura des représailles en nature, ce que nous voyons maintenant, je crois. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je veux dire, c'est ma meilleure explication. Il y a un plan plus vaste ici, et ce plan plus vaste consiste peut-être à sacrifier certaines de ces familles monarchiques du Golfe. Les États-Unis et Israël, s'ils se souciaient d'eux, ils n'auraient pas déclenché cette guerre. C'est aussi simple que ça. Donc je veux dire, nous devons commencer à élargir notre vision de la situation et à penser différemment. Car bien sûr, le projet du Grand Israël ne pourra pas exister avec des États arabes du Golfe obstinés. C'est simple. Maintenant, que ce plan se réalise ou non, que cela fonctionne ou non pour Israël et les États-Unis, c'est une autre question. Mais nous voyons une manœuvre délibérée visant à pousser l'Iran à riposter contre les installations pétrolières et gazières du Golfe. Ce n'est pas comme si Trump se souciait de l'économie mondiale. En fait, pour les États-Unis, et c'est là que réside leur avantage, les bénéficiaires de cette situation seront les compagnies pétrolières et gazières américaines. Elles domineront. La Russie en bénéficiera également, mais je pense que c'est un aspect secondaire. Russia will also be a beneficiary, but I think that's a secondary matter. But first and foremost, it will be the Mais avant tout, ce sera les États-Unis. Donc, si l'on regarde les choses sous cet angle, il y a une continuité de l'opération dirigée par les États-Unis visant à détruire le gazoduc Nord Stream, ce qui a ensuite créé une dépendance de l'Europe vis-à-vis du GNL américain, gaz naturel liquéfié, vendu à des prix excessifs et exorbitants sur le marché d'Europe du Nord. Désormais, le marché d'Europe du Sud est coupé des approvisionnements en GNL qatari, et les États-Unis pensent pouvoir simplement augmenter la production et les prix, encore et encore. Peut-être que Trump pense qu'il va rembourser la dette nationale de 40 000 milliards de dollars de cette manière, en aspirant littéralement la vie du reste de la planète et en rendant tout le monde dépendant du pétrole et du gaz américain hors de prix. Je veux dire, ils peuvent penser qu'ils peuvent temporairement partager le marché avec les États-Unis, puis priver la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Peut-être discipliner un peu le Moyen-Orient,
peut-être les amener à acheter du pétrole et du gaz américain à des tarifs exorbitants. Donc de ce point de vue, Nima, c'est à cela que cela ressemble. On peut aussi le voir du point de vue israélien. Remodeler le Moyen-Orient en État client soumis et obéissant. Et le bénéfice pour les États-Unis serait d'augmenter la demande de pétrole et de gaz américain à des prix nettement plus élevés. C'est comme ça que je le vois, Nima. C'est ma meilleure estimation éclairée. Je pense que c'est logique, parce que tu te souviens quand Donald Trump est allé au Moyen-Orient et que les Israéliens avaient tellement peur de l'influence que ces États arabes pourraient avoir sur lui, parce qu'ils soudoyaient Trump de tous les côtés. C'est pour ça qu'ils pensaient que ces types prenaient autant de pouvoir à Washington. Tu te souviens de la coopération militaire avec le Qatar. En Israël, ils y étaient farouchement opposés. Et en ce moment, la guerre fait tout leur jeu. Le problème, Patrick, c'est qu'il ne semble pas que les États-Unis considèrent ces pays comme des nations souveraines. Ils les voient plutôt comme une sorte de territoire avec quelques riches habitants. Et est-ce que cela va influencer leur direction? Ou bien vont-ils rester dans la même position qu'avant, comme c'est le cas aujourd'hui, et garder le même état d'esprit? Il y a deux façons d'aborder la question. C'est une question très importante que vous entendrez souvent. Très bien. Voici la nature des États du Golfe, leur capacité à gouverner leurs territoires respectifs, et ensuite, quelle est leur relation exacte avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis. Ainsi, une façon de voir les choses est que les États-Unis assurent une protection militaire pour maintenir ces familles au pouvoir. Tant que les États-Unis maintiennent ces familles au pouvoir, ils peuvent contrôler ces États. Ils peuvent également tirer profit des revenus pétroliers grâce au système du pétrodollar, le pétrole étant acheté et vendu en dollars américains. Et la contrepartie, depuis le début des années 70, est que ces États arabes réinvestissent ensuite ces dollars pour acheter des bons du Trésor américain. La dette des États-Unis, en somme, pour soutenir Wall Street. D'accord. Vous savez, il existe des institutions entières qui ont été construites sur le dos du pétrodollar. Citibank en est un bon exemple. Une puissance de Wall Street qui a été largement gonflée et développée grâce au pétrodollar arabe. Des institutions majeures comme celle-là exercent en réalité beaucoup de contrôle sur les politiques du gouvernement américain. Et Citibank a choisi elle-même le cabinet d'Obama en 2008. Cela montre bien comment fonctionne cette relation circulaire. C'est donc une façon de voir les choses. Et puis avec cet argent, ils achètent aussi des armes américaines, des avions américains, des systèmes de défense antimissiles américains, toutes sortes de produits américains. Et les États-Unis font semblant d'assurer la protection de ces États du Golfe. Donc ça, c'est un point. Mais pour moi, puisque le pétrodollar continue de soutenir la monnaie de réserve mondiale des États-Unis, le pays en a encore besoin. Cependant, en ce qui concerne les ventes directes de pétrole du Golfe vers les États-Unis, elles sont de moins en moins importantes. Elles ont diminué au fil des années. Et vous savez, même si l'Europe continue d'en acheter une quantité considérable, notamment du GNL en provenance du Qatar, en matière de vente directe de pétrole, ce n'est plus ce que c'était. L'Extrême-Orient est désormais le principal bénéficiaire des approvisionnements en provenance du Golfe Persique. Et l'Iran fait aussi partie de cette équation. Mais la véritable relation aujourd'hui, c'est que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et les autres États du Golfe, comme Bahreïn, dépensent leur argent. Ils ont simplement l'habitude de dépenser de l'argent pour du matériel militaire américain. Et cela leur donne une image de dureté. Cela leur achète aussi beaucoup de faveurs de la part des États-Unis, sur le plan politique, de l'industrie de la défense
et du secteur bancaire et financier. Cela les intègre pleinement dans le jeu occidental. Mais cela ne leur apporte en réalité aucune protection. C'est un système de racket, et les États-Unis extorquent en quelque sorte ces monarques arabes héréditaires et surprivilégiés. Ils les exploitent, ils les pressent pour obtenir autant d'argent que possible, afin qu'ils achètent le dernier F-35, le dernier char, les systèmes de défense les plus récents, ou encore, par exemple, des batteries de missiles Patriot ou autre chose du genre. Ils savent qu'ils sont faciles à amadouer. Et ils savent aussi que la stratégie des États-Unis consiste depuis des années à rester agressif envers l'Iran. Ensuite, ils utilisent la posture agressive de l'Iran envers Israël et les États-Unis à leur avantage. Ils disent aux pays arabes, « Regardez, l'Iran est une menace. L'Iran est une menace. Vous devez vous armer. Nous allons vous fournir ceci. » Mais vous ne pouvez même pas tirer avec une arme achetée aux États-Unis sans leur approbation. Vous ne pouvez pas mener de mission aérienne. Vous ne pouvez pas activer vos batteries de missiles Patriot. Vous ne pouvez rien faire. Tout dépend des équipes techniques américaines, des soldats américains, du personnel américain, de la maintenance américaine. Tout est américain. Vous n'avez absolument aucune autonomie militaire si vous achetez aux États-Unis. Rien du tout. Vous êtes en gros une franchise externalisée du Pentagone. Donc politiquement, vous n'avez absolument aucune indépendance. Ils sont coincés dans ce piège parce que la direction a été très myope, très corrompue et pas très intelligente. Et pour te le prouver, Nima, le point culminant de tout cela a eu lieu pendant le second mandat de Barack Obama. Barack Obama et un jeune MBS, Mohammed Ben Salman, qui devait avoir à peine 32 ou 33 ans en 2015, ont convaincu l'Arabie saoudite, je crois alors qu'il était ministre de la Défense, je ne me souviens plus exactement de son poste à ce moment-là, d'attaquer le Yémen et de lancer une guerre totale contre le pays voisin. Bien sûr, nous savons pourquoi cela s'est produit. C'était en réalité une opération américano-israélienne, utilisant les Émirats arabes unis et les amenant à en financer une grande partie pour partitionner le Yémen, non seulement à cause du pétrole du Sud, mais aussi afin d'isoler Ansar Allah, le mouvement Houthi, et de reprendre le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et de tout le golfe d'Aden. C'était donc une manœuvre géopolitique. Mais cela a montré qu'ils voulaient que l'Arabie saoudite dirige cette guerre. Tous les avions étaient américains. Tout était américain. Il existe même des rapports indiquant que les États-Unis menaient les missions, mais avec des drapeaux saoudiens sur les avions américains. Et ils ont impliqué d'autres pays dans cette opération. Ce fut le point culminant de cet arrangement. Et cela a duré 8-9 ans. Cela a commencé en mars 2015 et ne s'est vraiment terminé qu'autour de 2023. Ensuite, on a commencé à y mettre fin, mais en réalité, cela continue encore. Cela montre donc que ces pays n'ont aucune indépendance, aucune souveraineté. Toutes ces familles royales servent au bon vouloir des États-Unis et en fin de compte d'Israël. Car si Israël veut en éliminer une, elle disparaît en 48 heures. Elles sont écartées. Et pour chacune d'entre elles, Israël peut le faire pour les États-Unis, ou les États-Unis peuvent le faire eux-mêmes. Mais les États-Unis ne veulent pas être vus en train de le faire publiquement, alors ils laissent Israël s'occuper de certains de leurs sales travaux là-bas. Alors peut-être que c'est exactement ce qui se passe ici. Toute cette façade est en train de s'effondrer. Cette façade, c'est désormais évident. Les États-Unis, à cause de ce qu'Israël et eux ont fait, ont attiré le feu sur tous ces pays du Golfe. Ces monarques du Golfe, je vais rester poli, ces monarques du Golfe insensés payaient des milliards de dollars pour la protection des États-Unis. Et regardez ce qu'ils ont obtenu. Aucune protection. Ils n'ont pas pu protéger le Qatar d'Israël. Et maintenant, ils attirent le feu. Toute la façade de cette relation factice est prédatrice.
Les États-Unis exploitent ces familles héréditaires du Golfe, naïves, gâtées et surprivilégiées. Ils utilisent l'Iran pour les menacer, afin de justifier l'achat de plus d'armes. Ils profitent de la bourse. Ils encaissent leurs pétrodollars à New York. Franchement, c'est une arnaque. Les États-Unis mènent cette combine avec les Arabes du Golfe depuis longtemps, en réalité depuis le début des années 1970, et cela n'a fait qu'empirer. Ils persistent et signent. Regardez maintenant, c'est un désastre. Et il y a des gens aux États-Unis et dans le Golfe qui se disent « Eh bien, effaçons tout et recommençons ». Je veux dire, ou en Israël, aux États-Unis. Effaçons tout et recommençons. On installera de nouveaux gouvernements, on trouvera d'autres membres de la royauté. Il y aura un coup de palais, regardez bien, et ils prendront le pouvoir. Et ces pays deviendront des colonies d'Israël et des États-Unis. C'est là qu'ils veulent en venir. Il n'y a aucune chance qu'ils laissent un mouvement nationaliste arabe prendre le pouvoir dans l'un de ces pays, même à Bahreïn. Mais cela n'arrivera probablement pas de toute façon, car ils peuvent être écrasés immédiatement. N'importe quel mouvement politique peut être écrasé. Israël assassinera chacun d'entre eux, comme ils essaient de le faire avec les Iraniens en ce moment. Donc, désolé de dresser un tableau aussi sombre, mais nous assistons peut-être à des changements de paradigme potentiels, de grands bouleversements dans le Golfe, à la suite de ce que nous voyons ici. Je ne peux pas imaginer que les choses reviennent à ce qu'elles étaient avant. Je n'arrive tout simplement pas à le voir. Patrick, le détroit d'Ormuz reste l'un des plus grands défis auxquels l'administration Trump et les Israéliens sont confrontés dans cette guerre contre l'Iran. Donald Trump fait tout ce qu'il peut pour pousser, pour d'une manière ou d'une autre, forcer les Européens à entrer dans le conflit. Cela ne veut pas dire que les Européens ne participent pas à la guerre. Ils le sont sur le front défensif. Ils défendent, ils font tout pour les États-Unis et Israël en ce moment. Mais ils ne veulent pas passer à l'offensive, surtout en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Parce que je pense que l'une des raisons est ce que vous venez de mentionner à propos du gazoduc Nord Stream. Ils ont saboté le gazoduc Nord Stream. Et si ce n'est pas le Moyen-Orient, s'ils déclenchent une guerre au Moyen-Orient, dans le détroit d'Ormuz, ce qu'ils savent être irréalisable, ce n'est pas une véritable option pour eux, car personne ne serait en mesure d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que leur calcul est le suivant. Quelle est votre compréhension de la démarche des Européens, de leur réaction à ce que demande Donald Trump? Eh bien, il ne suscite pas vraiment beaucoup d'intérêt de la part des Européens. Pas vraiment. En ce qui concerne leur participation, tu sais, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, ils ont tous des troupes déployées et rattachées en permanence à diverses bases américaines. Et c'est parce que ces pays européens doivent être impliqués dans tout pour maintenir leur préparation opérationnelle, n'est-ce pas? Donc, ils seront toujours étroitement liés, même si c'est dans un rôle mineur. Mais cela sert en quelque sorte à justifier le complexe militaro-industriel interne de ces pays européens respectifs, qui sont aussi membres de l'OTAN. C'est donc simplement une partie de leur implication. Les Britanniques doivent toujours être impliqués dans chaque raid, coup d'État ou guerre. Ils doivent être là, aux côtés des États-Unis, car sinon leurs forces ne gagneront aucune expérience. Et cela nuira à leur capacité d'obtenir des budgets militaires l'année suivante. Donc c'est simplement un jeu qui se joue en permanence. Mais en ce qui concerne leur demande de venir aider à ouvrir le détroit d'Ormuz, pourquoi? Pourquoi Donald Trump demanderait-il cela si les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde? S'ils gagnent, s'ils ont détruit la marine iranienne, s'ils ont détruit leurs forces aériennes, et s'ils ont détruit tous leurs missiles, ou la moitié de leurs missiles,
ou peu importe ce que Trump affirme cet après-midi-là, ou lors de ce petit déjeuner-là, selon le cas, pourquoi aurait-il besoin des Européens pour aider? Pourquoi ne pas simplement appeler Israël et leur demander de venir? Israël a une marine, ils ont des navires, ils peuvent le faire. Pourquoi pas? Ce sont les plus grands amis et alliés. Parce que les États-Unis ont agi de manière très cynique. Trump veut impliquer les Européens afin de créer une cible et de désamorcer la tension. Et puis, si ce ne sont que les États-Unis et Israël, cela fait une grande cible évidente, ce qui ne fera que motiver davantage les Iraniens et enflammer encore plus la situation. Ils veulent donc faire venir les Européens avec l'idée que l'Iran pourrait hésiter à attaquer un navire européen de peur d'entraîner une puissance européenne dans une alliance avec les États-Unis et Israël. Mais c'est exactement ce que Trump veut faire. Il veut utiliser les Européens comme boucliers, non? Et certains pays européens sont assez intelligents pour le comprendre. D'autres ne le sont pas autant. Mais ils ont tous un problème. Ils sont complètement soumis et vassalisés à Washington, et il leur est très difficile de sortir de ce rôle. Ce que Trump fera, c'est leur proposer quelque chose. Il essaie toujours d'exploiter chaque situation pour en tirer une transaction qui se rattache à une autre, distincte. Dans le cas des Européens, ces situations distinctes serviraient de jetons de négociation. L'Ukraine, par exemple, ou une sorte d'arrangement au sein de l'OTAN. Il a déjà dénigré l'OTAN et blâmé les pays européens. Il leur a dit lors de la conférence de presse cette semaine, « Eh bien, je ne comprends pas pourquoi les pays européens ne veulent pas aider. Je veux dire, nous n'étions pas obligés de venir aider l'Ukraine, mais nous l'avons fait. » Non, en réalité, les États-Unis ont déclenché la guerre en Ukraine. Ils ont lancé un coup d'État et une guerre civile sous Obama en 2014. Et Donald Trump lui-même a inondé l'Ukraine d'armes et d'aide létale pendant son premier mandat. Il a également saboté le processus de paix de Minsk à cette époque. Son gouvernement l'a fait. Donc, la guerre n'aurait pas eu lieu si Trump n'avait pas fait ces choses. Et Obama aussi. Ainsi, les États-Unis dans leur ensemble, les États-Unis d'Amérique, sont responsables de la guerre en Ukraine, à 100%. Ils l'ont dirigée. Ils l'ont provoquée. Ils l'ont créée. Ils ont entraîné les Européens dedans pour en faire une guerre par procuration, pour créer une menace pour l'Europe, afin que les Européens soient ensuite motivés à se défendre. Tout cela est une manipulation des États-Unis. D'accord? Donc, Trump essaie de jouer cette carte. D'une certaine manière, c'est une bonne chose, mais car cela réveillera peut-être certains de ces Européens et ces sortes de bureaucrates et technocrates complètement perdus et noyés dans leur propre propagande. Mais ce que Trump fera aussi, c'est peut-être utiliser cela pour obtenir une sorte de, vous savez, accord sur le Groenland avec le Danemark, par exemple, ou être moins agressif avec le Groenland, qui sait. Mais cette Maison-Blanche essaiera n'importe quoi. Ils essaieront n'importe quoi. C'est une bande de dégénérés absolus, de véritables criminels en col blanc qui se prennent désormais pour des gangsters internationaux, sans aucun respect pour la loi américaine, la Constitution des États-Unis, le droit international, aucun traité, ni convention, ni même la Charte des Nations Unies. Rien. Rien du tout. Ils ont tout piétiné. Ils s'en moquent. Ils la tournent en dérision et méprisent quiconque tente d'avancer un argument humanitaire, de droits humains ou moral. Ils s'en fichent complètement. C'est désormais un État voyou, une hégémonie hors la loi. Ce n'est plus une superpuissance. Pour être une superpuissance, il faut la coopération de partenaires. Il faut diriger à travers les institutions par la coopération et la confiance. Et Donald Trump a hérité de cela. Mais Joe Biden y a causé d'énormes dégâts, soit dit en passant.
Pourtant, Donald Trump a hérité d'une superpuissance. Ce que Donald Trump laissera après 4 ans, ce n'est pas une superpuissance. C'est un hégémon rebelle. Et c'est un empire en déclin vertigineux. Voilà ce que Trump aura laissé. S'il tient 4 ans, et à ce rythme, je n'en suis pas sûr, certaines personnes aux États-Unis devront faire appel à leurs meilleurs anges pour invoquer le 25e amendement, estimant qu'il n'est pas mentalement apte à être président. Ce que nous voyons aujourd'hui, et ce qui est dit et fait, c'est incroyable. Cela cause des dommages irréparables à l'avenir des États-Unis, et cela risque de provoquer une véritable troisième guerre mondiale. Car d'autres puissances dans le monde observent cela et se disent qu'en réalité, les États-Unis, avec Israël comme partenaire, sont devenus une menace existentielle pour le monde à une échelle que nous n'avons jamais connue auparavant. Si l'on pense au Japon et à l'Allemagne, surtout au Japon dans le théâtre du Pacifique, en termes de puissance impériale expansionniste, de ses ambitions, de ses stratégies, etc., c'était considérable. Mais pour l'Allemagne, c'était relativement localisé, à part en Europe de l'Est et sur le front russe, et un peu en Afrique du Nord. Les États-Unis, eux, projettent cela en permanence à travers le globe. Ils parlent de gérer simultanément des conflagrations majeures sur 3 ou 4 fronts, avec l'aide, bien sûr, d'Israël. Et Israël a ses propres ambitions de domination du Moyen-Orient avec le projet du Grand Israël. Peut-être que pour y parvenir, ils doivent affaiblir un peu les États-Unis. Et c'est justement ce qui se passe en ce moment. Il y a différentes façons d'aborder la question, Nima. Mais tu sais, la manière dont l'Iran s'insère dans cette équation se résume vraiment à une guerre d'usure, de résilience et à la possibilité d'une dissuasion si les États-Unis et Israël ont suffisamment épuisé leur stock d'intercepteurs et de munitions militaires, au point que cela pourrait mener à une sorte de un cessez-le-feu, ou une pause, ou une sorte d'armistice dans tout cela. C'est à peu près tout ce que nous pouvons dire à ce stade, je pense, Patrick. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, le ministre iranien des Affaires étrangères a récemment accordé une interview à Al Jazeera. Il a déclaré qu'ils étaient en train de définir le mécanisme du détroit d'Ormuz. Vous savez, ils essaient de s'assurer que la situation ne reviendra pas à ce qu'elle était auparavant. Il semble que l'Iran réfléchisse sérieusement à la manière de gérer le détroit d'Ormuz. Et vous savez, un article du Financial Times soutient que les actions de l'Iran dans le détroit d'Ormuz illustrent la réalité d'une guerre économique multipolaire. Pendant des décennies, les États-Unis ont dominé le domaine des sanctions et utilisé la pression financière comme une arme stratégique. Aujourd'hui, d'autres puissances, comme l'Inde, l'Iran et la Chine, emploient des outils similaires en réponse aux escalades. C'est littéralement ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Je ne sais pas s'ils avaient prévu cela, mais les États-Unis les ont forcés à adopter cette nouvelle position. Comment voyez-vous la gestion du détroit d'Ormuz par les Iraniens au fil du temps, soit après cette guerre, soit pendant celle-ci? Eh bien, tout cela dépend, Nima. Tu sais, d'abord, de la capacité de production des États du Golfe et de l'Iran en pétrole et en gaz. Quelle sera cette capacité de production? Parce que, en l'état actuel, les États-Unis et Israël peuvent réduire la capacité de production iranienne à presque zéro s'ils le décident. Cela ne veut pas dire que l'Iran ne pourrait pas s'approvisionner ailleurs. Il le peut certainement, et il peut aussi assurer une partie de son approvisionnement intérieur. Mais en ce qui concerne sa capacité d'exportation, elle pourrait être gravement compromise. Et c'est pour cette raison que l'Iran a également voulu développer une stratégie de production d'énergie nucléaire civile, car il savait que ses ressources et sa capacité de production pétrolière
pouvaient être visés, soit par des sanctions, soit par d'autres moyens, comme on le constate aujourd'hui. C'est pour cela qu'ils voulaient un portefeuille énergétique diversifié. Et cela a parfaitement du sens. C'est aussi pour cette raison que les États-Unis s'en prennent à leur programme nucléaire civil. Ce n'est pas à cause des armes, mais parce que cela leur offrirait une solution en cas de crise. Cela leur permettrait d'alimenter les villes, leurs industries, et ainsi de suite. C'est également pourquoi les États-Unis ont, de manière stratégique, ciblé l'énergie nucléaire de l'Allemagne et ont convaincu ce pays, en cooptant et en infiltrant le soi-disant mouvement écologiste, le Parti des Verts, de fermer son parc nucléaire. Très astucieux. Et ensuite, ils ont détruit le gazoduc Nord Stream, coupant ainsi leur approvisionnement en gaz. Donc, cela a laissé l'Allemagne sans rien, l'Allemagne avec du charbon. Et maintenant, l'Allemagne doit payer une sorte de taxe d'indulgence carbone pour rallumer ses centrales à charbon. Ils payent cela. Ils payent aussi un supplément, ce qu'on appelle la taxe Oncle Sam, pour importer le GNL américain coûteux à travers l'Atlantique. Ainsi, les États-Unis ont ruiné l'Allemagne. Ils l'ont affaiblie, ont fait chuter son économie et l'ont rendue dépendante de l'énergie américaine. Et ils n'ont plus d'énergie nucléaire. Franchement, les Allemands sont stupides. C'est la décision la plus idiote prise par des gouvernements allemands successifs, peut-être dans l'histoire moderne, sans aucun souci de leur propre souveraineté. On ne peut pas être souverain si son énergie n'est pas indépendante. Si vous êtes dépendant sur le plan énergétique, à plus de 50% de votre énergie, vous n'êtes pas vraiment souverain. Vous devez mener de nombreuses négociations et échanges pour conserver une certaine indépendance. Mais au final, vous resterez dépendant. Il vous faudra donc entretenir de bonnes relations diplomatiques avec vos voisins, et si vous n'y parvenez pas, vous aurez des problèmes. Ainsi, l'avenir de la région, si les Arabes ne produisent plus, alors que devient le détroit d'Ormuz à ce moment-là? Le golfe Persique pourrait devenir un lac mort comparé à ce qu'il a été au cours des 50 dernières années. Nous devons examiner cette situation. Regardez maintenant l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite vers Yanbu, sur la mer Rouge, le Pétroline. Ils considèrent cela comme une soupape de décompression potentielle pour la situation. Mais cela ne fournira pas 8 millions de barils de pétrole par jour. Et c'est le déficit estimé du golfe Persique en ce moment. 8 millions par jour pour l'approvisionnement mondial. C'est pourquoi l'Agence internationale de l'énergie a annoncé cette importante libération de 400 millions de barils provenant des réserves pétrolières. Cela représente à peine un mois et demi. Un mois et demi, ce n'est rien. Ce n'est une solution à rien, c'est un acte de désespoir. Et la quantité maximale que l'Arabie saoudite peut expédier vers la mer Rouge en ce moment est limitée par la capacité de cet oléoduc et par le traitement au port. On parle de 1,5 à 1,7 million de barils par jour, au maximum. C'est la capacité actuelle de ces installations. Il leur faudrait procéder à des mises à niveau importantes du système pour atteindre peut-être 4 ou 5 millions de barils par jour. Et ils travaillent probablement déjà là-dessus. Mais devinez quoi? Ce même port en Arabie saoudite, sur la côte de la mer Rouge, a déjà été attaqué par Ansar Allah, les Houthis. Il est entièrement à portée des Yéménites. C'est donc un autre front de la guerre qui s'ouvre potentiellement ici. Comment peuvent-ils gérer tous ces fronts? C'est une catastrophe. Donc je veux dire, tant que les Arabes du Golfe ne se bougeront pas vraiment et ne prendront pas conscience de leur propre existence, du bien-être de la région, de l'avenir de leur peuple, plutôt que de leur compte bancaire à New York ou des accords qu'ils ont en coulisses avec les Israéliens, l'IA et tout le reste, alors leur situation est désespérée.
elle est désespérée. Les États-Unis sont tout à fait disposés à les mettre hors jeu. Ils pensent probablement pouvoir survivre un certain temps et qu'ils vont gagner énormément d'argent grâce au pétrole et au gaz en Amérique. Mais l'Amérique va ruiner le reste du monde par l'inflation, en comprimant les approvisionnements et en utilisant son pouvoir de levier. Imagine ce que Trump ferait si le Golfe était hors service. Quel genre de, racket penses-tu qu'on verrait de la part des États-Unis? Regarde ce qu'ils font à Cuba. Ils n'autorisent même pas le Mexique ou le Venezuela à fournir du carburant à Cuba. Donc ils affament le pays. Famine? Aucun problème. Mort massive? Aucun problème. Nous le faisons parce que nous combattons les communistes. Je veux dire, le niveau auquel en est l'Amérique en ce moment, c'est le plus bas que les États-Unis aient jamais atteint dans leur histoire. Plus bas que le Vietnam, parce qu'au moins, avec le Vietnam, ils avaient la fausse excuse de lutter contre le communisme. Tu sais, ils avaient au moins cette excuse idéologique dans le cadre de la guerre froide. Et tu vois, dans une certaine mesure, cela pouvait être considéré comme quelque peu légitime, car il s'agissait d'une course aux armements nucléaires entre l'Union soviétique et l'Amérique. Il y avait donc cette menace existentielle planant en arrière-plan, si l'on peut dire. Je veux dire, ils avaient en quelque sorte cela comme excuse. Qu'ont-ils maintenant? Quelle est la menace que les États-Unis combattent aujourd'hui? Est-ce la menace de ne plus pouvoir tout dominer à l'avenir? Qu'ils pourraient devoir partager l'avant-garde de la civilisation avec la Chine? C'est ça, la grande menace pour les États-Unis. On ne peut pas vendre ça. On pouvait vendre une guerre froide. Tu pouvais vendre le communisme. Tu pouvais le vendre à ton propre peuple. Et tu pouvais probablement le vendre au monde entier, à la moitié du monde à l'époque. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à vendre, sinon l'intimidation, le racket, les systèmes de protection, la peur, tu sais, de simples menaces d'anéantissement, des menaces de nettoyage ethnique, la guerre de siège. C'est ce que les États-Unis vendent en ce moment. Et Israël vend cela depuis 75 ans aux Palestiniens et à la région. Regarde ce qu'Israël fait au Liban. Ils détruisent des pâtés de maisons entiers dans une grande métropole d'Asie de l'Ouest, Beyrouth. Est-ce que tu vois quelqu'un en Europe s'y opposer? Est-ce que tu vois quelqu'un se lever au Congrès? Non. Ils sont tous pour. Nous vivons une époque de brutalité. C'est une époque de sauvagerie. Et ce n'est pas parce que les États-Unis sont sauvages, ni parce qu'Israël est brutal et barbare. La raison pour laquelle cela se produit, c'est qu'aucun pays ne se lève pour s'y opposer. Pas même sur le plan rhétorique, pas même sur le plan diplomatique. La Russie et la Chine pourraient avoir quelque chose à dire à ce sujet, mais cela ne change rien. En ce moment, c'est l'Iran contre le reste du monde, avec une certaine aide des Chinois et des Russes, en matière de renseignement. Peut-être une certaine coordination militaire, une certaine coopération. Mais à part cela, c'est l'Iran contre le monde aujourd'hui. Je veux dire, selon vous, quelle sera la conséquence logique de tout cela? Ce ne sera pas bon pour le Golfe, je peux vous le dire. It's not going to be good for the Gulf, I can tell you right now. Je pense, Patrick, que comparer le Golfe Persique à ce qui se passe en Ukraine, et en gros aux problèmes qui en découlent pour les Européens, eh bien les Européens souffrent depuis 4 ans de ce conflit à cause de ce qui s'est passé, par exemple, entre l'Allemagne et la Russie, du sabotage du gazoduc Nord Stream, et de cette sorte d'animosité, de cette haine absurde envers la Russie. Mais le problème quand il s'agit du Moyen-Orient est plus profond que cela. L'Europe a beaucoup de problèmes liés à l'énergie. Mais dans le Golfe Persique, le problème c'est tout. Ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau. Si cette escalade continue, si ces escalades continuent, et que l'on commence à voir les usines de dessalement touchées, la production pétrolière touchée, tout, l'État va disparaître.
Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il n'y en a pas, parce que si les usines de dessalement sont touchées, elles ne peuvent évidemment plus soutenir la vie. Il y aura probablement une migration massive, sans doute vers l'Europe. Et ils ont de l'argent d'ailleurs. Ils ont encore de l'argent. Cet argent peut donc leur acheter un billet pour l'Europe et les propriétés les plus chères à Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Rome et ainsi de suite. Les Alpes suisses, la France, l'Allemagne, peu importe, même les États-Unis. Ces gens partiront donc, et la main-d'œuvre servile qu'ils ont employée au Sri Lanka, au Bangladesh, en Inde, aux Philippines, elle rentrera chez elle. Elle rentrera chez elle. Donc en somme, la région ne sera plus qu'une coquille de ce qu'elle était autrefois. Mais enfin, pourquoi tous ces pays et ces États du Golfe existent-ils? Ce sont essentiellement des pays rattachés à des bases américaines. Alors, les États-Unis et Israël vont simplement intervenir. Ils vont intervenir, réparer les usines de dessalement et les reconstruire pour eux-mêmes. C'est leur plan, c'est leur idée. S'ils ne peuvent pas l'avoir, ils vont le détruire puis le prendre. Mais l'Iran fait obstacle, car cela ne correspond pas à l'architecture de sécurité régionale de l'Iran. Je le dis depuis des années, et les Iraniens aussi d'ailleurs. Le Golfe, le Moyen-Orient, ont besoin d'une nouvelle architecture de sécurité. Elle doit être créée par le Moyen-Orient, pas par l'Amérique, pas par l'Europe, par le Moyen-Orient. Il faut une architecture de sécurité dirigée par le Moyen-Orient, par l'Asie de l'Ouest, qui ne dépendent pas des États-Unis, ni d'aucun autre pays étranger de ce type, pas même de la Russie, pas même de la Chine. C'est pour la région, et ils la gèrent eux-mêmes, pour leurs propres bénéfices. C'est ce qui doit se produire. Mais évidemment, les États-Unis pourraient être d'accord avec cela, et Israël aussi, tant que l'Iran ne fait pas partie de cette architecture de sécurité. Nous avons donc un problème fondamental, majeur ici. Je vous le dis, vous êtes en train d'assister à une guerre totale. Et ce qu'Israël a fait en attaquant le champ gazier de South Pars, mauvaise nouvelle pour le Qatar. Très mauvaise nouvelle. Ils sont très inquiets maintenant. Le Qatar panique. Vous allez commencer à voir une fuite de capitaux de ces pays comme on n'en a jamais vu auparavant, surtout dans le mois à venir, au printemps. Vous allez voir une fuite des entreprises américaines et des sociétés occidentales. Cela a déjà commencé à Dubaï. De même, les États du Golfe vont retirer leurs IDE, investissements directs étrangers, des pays et entreprises occidentaux. Ou bien, ils vont simplement plier bagages, partir et se délocaliser. Et tu sais, littéralement, ils vont aspirer leurs liquidités et leurs actifs hors de ces zones. Ils vont relocaliser ce capital ailleurs, peut-être en Chine, qui sait, peut-être aux États-Unis. Peut-être que Trump en récupérera une partie. C'est une guerre totale. Ce qu'Israël a fait en tuant Ali, ou le chef de la sécurité, Larijani, puis en annonçant ensuite Nima al-Khorshid, et en tuant également l'un des chefs du renseignement iranien, ils ont déclaré après cela qu'ils allaient désormais cibler tous les responsables iraniens. Ils vont donc considérer chaque politicien, chaque fonctionnaire du gouvernement comme un terroriste, et ils vont les traquer. Ils ont dit cela aujourd'hui. Notre politique, c'est que nous allons les traquer. Ils essayent de détruire l'État iranien, le pays, tout comme ils l'ont déjà fait auparavant, en cherchant à éliminer tout négociateur possible, tout diplomate possible. Ils s'en prendront à tout le monde. Et ensuite, ils montreront l'Iran du doigt en disant « Ah, regardez, nous n'avons personne avec qui négocier. » Non, parce que vous les avez tous assassinés. C'est ce qu'Israël a fait au Liban. C'est ce qu'ils font aux Palestiniens. C'est ce qu'ils feront à tout pays qu'ils prendront pour cible. Ils l'ont fait en Irak et ils le font avec l'Iran. Ils continuent de le faire avec l'Iran. Maintenant, ils vont intensifier leurs actions. S'ils ne peuvent pas frapper des cibles civiles de masse et tuer, eh bien, vous savez,
Israël adorerait massacrer des Iraniens et les tuer en masse, comme ils l'ont fait avec la population palestinienne autochtone. Ils ne souhaiteraient rien de plus que cela. Le seul problème, c'est qu'ils ne pourront plus cultiver de capital politique en Occident s'ils poursuivent ce genre de politique de meurtre de masse. Alors à la place, ce qu'Israël va faire, c'est simplement dire « Eh bien, il s'agira d'assassinats ciblés, parce que l'Iran est un État terroriste. Donc tout responsable occupant une fonction est un terroriste, et nous allons les tuer. » Et ils viennent d'annoncer cette politique aujourd'hui. C'est une guerre totale. On ne peut pas revenir en arrière après ça. Ce sera brutal, une annihilation d'un côté, de l'autre, ou des deux. C'est là que tout cela va se terminer. Et il est très probable que les grandes puissances devront intervenir pour y mettre fin, ou pour aider à décider qui sera le vainqueur. Pour le bien du reste du monde, les puissances de l'axe du mal en ce moment sont les États-Unis et Israël. C'est évident d'un point de vue historique. En observant comment les guerres commencent, comme la Seconde Guerre mondiale par exemple. Les agresseurs sont les États-Unis et Israël. Ce sont les puissances de l'axe. Et il y aura probablement des puissances alliées qui se formeront, sans doute dans une coalition alignée avec l'Iran et d'autres pays. Alors vous savez, les États du Golfe doivent décider de quel côté ils veulent se placer dans cette histoire. Parce qu'en ce moment, ils sont avec les Allemands et les Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont avec les puissances de l'Axe. Et une quantité énorme de dégâts. Un nombre immense de vies perdues à cause de ces guerres mondiales. Des dégâts considérables. Et les frontières sont redessinées à la fin. Et leurs frontières seront redessinées. Ces États du Golfe peuvent dire adieu à leur petit fief s'ils s'engagent sur la voie qu'ils suivent actuellement, qui, à mon avis, sera probablement le pari perdant. Ils ont encore un peu de pouvoir, mais pour peu de temps. Mais ils ont désormais du pouvoir et de l'influence s'ils choisissent de s'unir pour le bien de la région plutôt que pour les intérêts personnels de leur famille. Les États-Unis les manipulent. Les Britanniques, les Américains, les Israéliens ont tout joué avec ces clans familiaux. Ils les ont si bien manipulés au fil des années, les poussant à agir contre leurs propres intérêts, à faire la guerre à leurs voisins. C'est incroyable à quel point ces familles du Golfe ont été facilement manipulées. Maintenant, on voit bien que tout est en train de s'effondrer. Et le fait qu'ils aient jeté leurs frères et sœurs arabes sous le bus, qu'ils aient sacrifié les Palestiniens pendant des décennies et des décennies, les rattrape enfin. Et maintenant, leur existence même est sérieusement remise en question. C'est leur propre faute, car ils ont choisi de regarder vers l'ouest plutôt que vers l'est. Ils ont tourné le dos à leurs propres frères, sœurs et voisins arabes. Ils ont choisi Londres, Paris et New York plutôt que Beyrouth, Jérusalem et tu sais, Téhéran, Bagdad et Damas, le Caire aussi. Ils ont choisi l'Occident et voici maintenant le résultat. Cela arrive à son terme, à une grande culmination, un grand point culminant maintenant. Patrick, depuis l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah, beaucoup de gens affirment, essentiellement dans les médias grand public, que l'axe de la résistance s'affaiblit d'une certaine manière, que le Hezbollah n'existe plus, que le régime d'Assad a disparu, que les Yéménites sont sous une forme de contrôle des États-Unis et que l'Iran est affaibli à cause de tout cela. Et en ce moment, avec la guerre en cours, la guerre principale que Netanyahou souhaitait depuis plus de 20 ans, il l'a enfin obtenue. Ils y sont. Et nous avons l'axe de la résistance. Le Liban cible la partie sud d'Israël. Il n'avait jamais visé cette partie d'Israël auparavant. Cela montre que cela n'a aucune importance.
À mon avis, il n'y a aucun signe de faiblesse jusqu'à présent dans ce que nous avons vu du Liban. Sur le terrain, ils combattent également les Israéliens. C'est pourquoi Israël rappelle 540 000 nouveaux réservistes pour rejoindre l'armée. Je ne sais pas à quel point ils sont bien entraînés. C'est une grande question. D'autre part, jusqu'à présent, nous voyons une certaine coordination entre l'Iran, le Hezbollah et les groupes en Irak. Les Yéménites ne participent pas au combat pour le moment. Il semble que, d'après le ressenti de l'axe de la résistance, il n'est pas besoin que le Yémen se joigne à eux. Et rien n'indique que l'axe de la résistance ait été affaibli. À mon avis, cette guerre contre l'Iran est en réalité une manifestation de ce que représente l'axe de la résistance pour l'ensemble du monde arabe. Oui, non. Ce que cela montre, c'est que le chef de l'axe de la résistance, c'est l'Iran, et que les pays arabes suivent son exemple. L'Iran a donné le ton. Aucun autre pays n'a eu le courage de frapper Israël. Seul l'Iran l'a fait, ainsi que le Hezbollah. Mais le Hezbollah n'a pas le même niveau de capacité ni de ressources que l'Iran. C'est la milice locale du Sud-Liban. Ce sont de très bons combattants. Ils ont combattu avec bravoure en Syrie, vaincu Daesh et Al-Nosra là-bas. Et ils ont combattu courageusement contre les Israéliens et les ont vaincus en 2006. Mais Israël a fondamentalement changé la donne, car la différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est qu'en 2006 ou les années précédentes, il n'était pas acceptable de tuer des civils à la légère, d'en tuer par dizaines de milliers. Et Israël a levé cette interdiction en matière de guerre, et les États-Unis l'ont approuvé. Les États-Unis l'ont rendu possible et se sont également associés à Israël dans un génocide, voyez-vous. Cela change donc la donne. Ce n'est pas à l'avantage du Hezbollah, ni d'aucun autre pays, car tous ces autres pays doivent désormais réfléchir à toute action qu'ils entreprennent. Attaquer ou riposter contre les Israéliens pourrait signifier que des dizaines de milliers, 50 000, peut-être plus, peut-être des centaines de milliers de personnes pourraient potentiellement mourir à cause de leurs actions. C'est un lourd fardeau sur les épaules d'un groupe comme le Hezbollah. C'est en quelque sorte un chantage extrême de la part des Israéliens et des Américains. Si vous osez nous toucher, nous allons anéantir des dizaines de milliers de vos concitoyens, parce que c'est ainsi que nous faisons des affaires. Vous savez, Bachar el-Assad devait faire ce calcul chaque jour en Syrie. Mais il a été critiqué par les va-t-en-guerre, et vous savez, la foule en ligne, pour ne pas avoir été assez dur envers les Israéliens. C'est facile pour eux de dire ça. Mais Israël peut arriver, raser un pâté de maison et tuer 20 000 personnes, comme si de rien n'était, comme s'ils venaient juste de finir leur petit déjeuner. Ils n'ont aucun scrupule moral à tuer des Arabes. Israël s'en moque. Les États-Unis ne s'en soucient pas non plus. La seule raison pour laquelle les États-Unis s'en préoccupent, c'est que cela pourrait nuire à leur capacité à participer et à conclure des accords avec certains de leurs alliés ou d'autres pays s'ils sont perçus comme tuant trop de gens, trop de civils. C'est la seule chose qui retient l'administration Trump. C'est juste, tu sais, un peu de la réputation à laquelle il s'accroche encore. Donc, tu sais, en ce qui concerne l'Axe, Nima, la Syrie, démanteler le gouvernement syrien et faire s'effondrer le régime d'Assad, c'était le pont qui devait approvisionner et soutenir le Hezbollah. Mais cela détenait aussi la position dominante au mont Hermon et une partie du plateau du Golan. D'accord, tout cela est désormais perdu parce que les États-Unis et les Israéliens ont installé à Damas un gouvernement terroriste d'Al-Qaïda, celui-là même que Donald Trump a même invité à la Maison-Blanche. L'ancien chef adjoint de l'État islamique, fondateur d'Al-Qaïda en Syrie, Al-Sharar, alias Al-Jilani. Ils ont donc fait flotter le drapeau noir sur Damas pour bloquer le pont, isoler le Hezbollah, mais aussi créer un corridor
pour attaquer l'Iran, pour Israël via le Kurdistan irakien, et affaiblir les Irakiens afin qu'ils ne puissent pas coopérer avec le gouvernement syrien et les Libanais, en particulier le Hashd al-Shabi. Mais comme tu l'as dit, Nima, le Hashd al-Shabi n'a pas disparu. Le Hezbollah n'a pas disparu, malgré toutes les attaques, malgré l'assassinat de ses dirigeants, le commandant du Hashd, Abu Mahdi al-Mohandes, le général Qassem Soleimani de la force Al-Quds, Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, tous assassinés, tous tués. Mais les groupes sont toujours là. Ils continuent de se battre. Et devinez quoi? Ils vont probablement mobiliser encore plus de jeunes pour combattre pour leur cause désormais. Ce ne sera pas un problème pour eux. Et l'Iran, c'est la même chose, avec les gardiens de la révolution et la société iranienne. Ils voient maintenant le véritable mal des États-Unis et d'Israël. Les jeunes générations le voient. Ils n'auront aucun mal à recruter pour les générations à venir. Ainsi, les Israéliens et les Américains considèrent désormais la population comme l'ennemi. C'est pourquoi on assiste à la prise pour cible de civils. Les Israéliens considèrent la population générale comme une menace, car ils croient, aussi bien les Israéliens, dans leur logique criminelle, que les États-Unis, sous l'administration Trump, que ces populations engendreront de la résistance. Par conséquent, ils pensent, nous devons viser la population, nous devons les tuer. Les États-Unis et Israël ramènent la société et la civilisation occidentale 4 ou 5 siècles en arrière, à l'époque médiévale. C'est une mentalité médiévale, voire précoloniale, une barbarie médiévale à l'état pur, des cités-États et des rois voyous et corrompus, des guerres de siège massives. Ce n'est pas la norme. Regardez ce qu'ils font à Cuba. C'est une guerre de siège médiévale, sans aucun respect pour la vie humaine. Et les lâches du Congrès et du Sénat américains n'ont rien à dire à ce sujet, parce que dans leurs petits esprits faibles, ils pensent que c'est d'une certaine manière justifié, puisqu'il y a un gouvernement communiste maléfique à La Havane, comme si c'est une menace pour les États-Unis. Qu'est-ce que Cuba a jamais fait aux États-Unis? Rien. Rien du tout. Et regardez ce que les États-Unis font maintenant. Ils maltraitent le peuple cubain. Marco Rubio, Donald Trump, assiégeant tout un pays, menaçant quiconque voudrait leur venir en aide, dans le but de détruire la société, de tuer des gens. Ils veulent la famine. Ils la veulent. Ils appellent ça pression maximale. Et où est l'opposition au sein du gouvernement américain? Où est l'opposition dans les médias américains? L'Amérique est-elle devenue à ce point immorale en 2026 qu'elle ne puisse pas regarder cela, à seulement 90 000 de ses côtes, et voir à quel point c'est fondamentalement mal? C'est satanique, le niveau d'abus. Je veux dire, c'est juste. Et les pays européens aussi, ils s'en accommodent. Oubliez l'Amérique du Sud. Ils ont tous été menacés. Les États-Unis ont dit, nous viendrons enlever. Nous prendrons votre chef d'État et le jetterons dans une prison à New York. Alors, taisez-vous. Et si vous voulez apporter du pétrole aux Cubains, nous prendrons votre pétrolier. Merci beaucoup. Nous garderons le pétrole, nous le vendrons et nous garderons l'argent. Merci beaucoup. Voilà où nous en sommes en ce moment. Voilà où nous en sommes. Et si les gens ne comprennent pas vraiment et n'apprécient pas la profondeur de la dépravation à ce stade de l'histoire, s'ils ne la voient pas pour ce qu'elle est et n'agissent pas en conséquence pour faire quelque chose afin de l'arrêter, il reste encore une fenêtre pour arrêter cela politiquement. Mais s'ils ne saisissent pas cette occasion maintenant, qui sait ce qui va se passer ensuite? Ils forcent une troisième guerre mondiale. Ils la forcent et la font advenir.
Patrick, avant de conclure, nous savons que depuis de nombreuses heures après que Donald Trump a pris le pouvoir, a été élu aux États-Unis, nous parlions de Tulsi Gabbard, de Kash Patel. Ce sont des personnes qui auraient pu faire quelque chose dans l'administration, vous savez, de bonnes personnes. Mais avec le temps, nous avons appris que ces gens ne feraient rien. Mais finalement, quelqu'un dans l'administration, Trump, a décidé de démissionner. Quelqu'un dont personne ne parlait. Nous non plus. Nous ne l'avons jamais considéré comme un, vous savez, bon élément au sein de l'administration Trump. Quelqu'un qui ferait quelque chose à propos de ses politiques, qui s'y opposerait. Et son nom est, vous savez, Joe Kent. And whose name is, Joe Kent. He's the director of the National Counterterrorism. C'est le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il a démissionné pour protester contre la guerre en Iran. Et nous savons à quel point la politique intérieure est importante pour tout ce que les États-Unis entreprennent à l'étranger. Selon vous, quelle est l'importance de cet aspect et comment cela va-t-il évoluer? Parce que nous savons que les démocrates, pour leurs propres raisons, pas à cause de Donald Trump, mais pour leurs propres raisons, veulent s'en prendre à lui. Mais ce type de mouvement issu du Parti républicain, ils n'en veulent pas. Cet homme a participé à ces guerres sans fin au Moyen-Orient. Il a perdu sa femme en Syrie. Il sait de quoi il parle. Qu'en pensez-vous? Je pense que d'un point de vue symbolique, c'est extrêmement important, même s'il est le seul à démissionner. Et il pourrait bien être le seul, car tout le monde est menacé en ce moment. Croyez-le bien. L'ordre est descendu dans la chaîne de commandement depuis Trump, depuis Pete Hegseth, depuis tout le monde. Il menace de détruire, de ruiner quiconque suivra les traces de Joe Kent. En même temps, ils promettent richesse, gloire et récompense à ceux qui resteront loyaux à cette administration. Ainsi, Joe Kent représente probablement l'élite, le meilleur des forces armées américaines. Je veux dire, regardez son parcours. Il est sans égal en matière de déploiement au combat dans des unités d'élite comme les Texas Rangers, les Bérets Verts, etc. Donc, ce n'est pas une personne facile à attaquer. Donald Trump a essayé de l'insulter. Ce que Trump fait chaque fois que quelqu'un sort des rangs, c'est qu'il le traite de perdant. Il attaque sa femme, il se moque de lui. Si un membre de sa famille est en train de mourir d'un cancer, Donald Trump se moquera de la personne mourante. Et vous savez, c'est juste répugnant. Enfin, je veux dire, les choses que Trump a faites, comme attaquer Thomas Massie à propos de sa femme décédée ou de sa femme actuelle, je ne sais pas. Mais c'est tout simplement écœurant. Il n'y a aucune limite pour Trump et ce qu'il est prêt à faire pour attaquer quelqu'un qu'il considère comme déloyal. Mais il ne peut pas faire ça avec Joe Kent, parce que s'il le fait, il va s'aliéner tous les gars de la SEAL Team 6, tous les membres des forces spéciales. Et les gars des forces spéciales sont les vrais leaders. Ce sont eux qui ont tous les podcasts. Joe Kent faisait partie des paramilitaires de la CIA. Il était para pour la CIA. Il y a beaucoup de types qui ont travaillé pour la CIA dans un cadre militaire et qui ont maintenant les podcasts les plus populaires, les meilleures émissions de radio. Ce sont les invités qui passent sur Fox. Si Donald Trump attaque Joe Kent de manière aussi vicieuse, grossière et vulgaire qu'à son habitude, parce que c'est dans sa nature, non? C'est parce qu'il est du genre mentalement instable et narcissique, un profil psychologique typique avec un ego très fragile pour quelqu'un d'aussi puissant et célèbre. On pourrait penser qu'il serait au-dessus de ça, mais il ne l'est pas. Il a été profondément affecté par cette démission. On pouvait voir que Trump était complètement désordonné pendant la conférence de presse lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet. Il a dû réfléchir à 2 fois. Il se sentait contraint. Il ne pouvait pas sortir et traiter Joe Kent de perdant, de lâche et de tous les noms que Trump aimerait lui donner. Mais si vous lisez la lettre de Joe Kent,
Elle est très mesurée. Il est très direct, analytique. On voit que c'est quelqu'un qui accorde de l'importance à son professionnalisme. J'aurais peut-être rédigé la lettre un peu différemment, mais en général, si j'avais été dans cette situation, j'aurais écrit quelque chose de très similaire à ce que Joe Kent a écrit. Il a, en quelque sorte, tiré la sonnette d'alarme sur la fraude du renseignement. Et ce que la lettre de Joe Kent met également en évidence, ce n'est pas seulement Trump lui-même, mais aussi le fait qu'elle révèle la fraude totale de Tulsi Gabbard, qui serait prétendument la directrice du renseignement national, mais qui a permis que toutes les fausses informations israéliennes soient acheminées directement dans le système américain afin de préparer et, en fin de compte, de justifier une guerre. Ainsi, le poste de DNI, celui de Tulsi, ne devrait même pas exister. C'est une création post-11 septembre, comme tant d'autres mauvaises idées, telles que le département de la sécurité intérieure en 2002 ou 2003. Ce poste est censé servir de garde-fou objectif, d'assurer une synthèse finale indépendante des renseignements provenant de différentes sources, pour les présenter au président, afin que celui-ci puisse prendre une décision éclairée. Mais ce n'est pas ce que fait Tulsi Gabbard. Elle est sous le contrôle de la Maison-Blanche, donc elle ne peut pas être objective. Elle cherche à brouiller les pistes. Son rôle maintenant est de dissimuler les véritables renseignements et d'inonder Trump de fausses informations. Et Trump a prouvé qu'il croyait à peu près tout ce qu'on lui met sous le nez. On pourrait lui montrer des photos de canards morts à Salisbury, dire que c'est une attaque au Novichok. Et Trump dirait « Oh, c'est très grave, que devons-nous faire ?» Et on lui répondrait « Eh bien, nous recommandons d'expulser tous les diplomates russes. Intensifions la guerre en Ukraine. » D'accord, ça me semble bien. Il ferait n'importe quoi. Il est si facile à manipuler parce qu'il est pratiquement illettré. Il ne lit pas. Il sait lire, mais il choisit de ne pas le faire. Il se fie à ce que les gens lui murmurent à l'oreille, une sorte de coterie corrompue de profiteurs, de néoconservateurs et d'agents israéliens qui l'ont pratiquement enfermé dans une bulle, ce président. C'est donc sans espoir. Il pourrait lui dire que littéralement, des Martiens lancent des missiles au fromage vert sur les États-Unis. Nous devons attaquer la Lune. Il faut le faire vite, sinon les terroristes martiens vont nous anéantir. Et il lancerait une attaque nucléaire contre la Lune. S'il a assez de gens autour de lui, Stephen Miller et tous les autres flatteurs, il croira n'importe quoi. Il a même cru que l'Iran allait d'une manière ou d'une autre lancer une attaque surprise contre toute la région. Menace imminente. Il s'avère que ce n'est pas vrai. En réalité, les évaluations des services de renseignement américains, lorsqu'on les examine de près, indiquent que ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas ce qui a été présenté au président. Et ensuite, Tulsi Gabbard arrive et publie un tweet comme elle l'a fait aujourd'hui. Elle dira que le président a jugé qu'il s'agissait d'une menace crédible. Donc vous savez, je suis loyal, je travaille pour le président et l'Iran est un État terroriste. Et blablabla. Tulsi Gabbard n'est qu'un autre porte-voix de propagande, une autre construction politique factice, une grande fraude politique américaine qui a fait semblant d'être anti-guerre pendant des années afin de se constituer une base de soutien populaire que Donald Trump a ensuite repérée et exploitée. Il dit « Nous allons avoir ça. Nous allons ajouter cela à la base MAGA, à la coalition MAGA. » C'est tout ce qu'il a fait. Et en faisant cela, il a réussi à amener Tulsi Gabbard à aider Donald Trump à capter suffisamment de voix indépendantes, populistes et anti-guerre. Très, très difficile à obtenir, mais crucial pour faire basculer une élection. Elle l'a aidé, elle a livré cela pour Trump. Mais la contrepartie, c'est qu'en agissant ainsi, elle a dû en quelque sorte abandonner et laisser tomber toutes ses positions anti-guerre. Et maintenant, elle est devenue néoconservatrice.
C'est une transformation incroyable. Passer d'une démocrate anti-guerre à une néoconservatrice, sioniste acharnée, farouchement anti-musulmane. Après le 7 octobre, elle le sait. Tulsi Gabbard devrait le savoir mieux que quiconque. Elle est allée en Syrie pendant la guerre. Elle savait que les États-Unis faisaient passer des armes d'une valeur de milliards de dollars entre les mains d'affiliés d'Al-Qaïda et d'affiliés de l'État islamique pour déstabiliser et détruire le pays. Et Israël était également impliqué. Elle savait tout cela. Elle a même présenté un projet de loi pour mettre fin au financement ou à l'armement des terroristes. C'était sa proposition. D'accord? Donc elle connaissait tous ces groupes et elle savait tout cela. Elle a laissé faire. Et elle savait que l'Iran, que les chiites, ne faisaient pas partie de ce conclave terroriste sunnite wahhabite. Elle le savait. Elle savait que Qassem Soleimani combattait l'État islamique et Al-Nosra sur le terrain en Syrie. Elle savait que les Hashd combattaient l'État islamique en Irak. Elle savait que le Hezbollah combattait et mourait contre le Front Al-Nosra, contre l'État islamique. Et pourtant, aujourd'hui, elle se retourne et qualifie l'Iran d'État terroriste. L'Iran n'est pas un État terroriste. Ce n'est même pas 1% un État terroriste. Les plus grands terroristes du monde en ce moment, si l'on veut parler de gouvernement, qui sont-ils? Quel gouvernement bombarde massivement des zones civiles densément peuplées, menace des populations d'expulsion si elles ne partent pas, commettent des nettoyages ethniques, des génocides, enlèvent des chefs d'État, volent le pétrole et les ressources des peuples, détournent leurs pétroliers et s'en vantent dans les médias mondiaux? Qui sont les terroristes? Les États-Unis et Israël sont les plus grands États terroristes de la planète en ce moment. Tout le monde le sait. Et Tulsi Gabbard dit que l'Iran est un État terroriste. Ils ont combattu tous les terroristes soutenus et armés par les États-Unis qui infestaient l'Irak et la Syrie et menaient des attaques terroristes ailleurs. Et les Moudjahidines du peuple, une autre organisation terroriste soutenue par la CIA, l'Iran les a tous combattus. Et quelqu'un comme Tulsi, qui sait réellement tout cela, qui connaît la vérité, a fait volte-face et adopté entièrement la ligne du parti néoconservateur israélien, la ligne de John Bolton. L'Iran est un État maléfique, principal sponsor du terrorisme dans le monde. Un argument entièrement fabriqué, utilisé pour justifier la guerre d'agression illégale que les États-Unis et Israël mènent actuellement contre la République islamique d'Iran. Tout cela est une fraude. Et des personnes comme Tulsi, Trump et tous les autres qui ont exploité le message anti-guerre, tu sais, elle a dit, Tulsi. La dernière chose que je dirais, Nima, parce que c'est tout simplement incroyable, ce qui se passe en Amérique. Tulsi Gabbard a déclaré dans son tweet que Donald Trump avait remporté une victoire électorale écrasante, insinuant en gros qu'il avait un mandat pour mener sa politique étrangère. Elle ment. Donald Trump a gagné parce qu'il a fait campagne sur une plateforme anti-guerre en disant qu'il allait mettre fin aux guerres de changement de régime. Elle s'est jointe exactement à cette même plateforme de campagne. C'était le pilier principal, l'un des plus importants de tout le programme. C'est là-dessus qu'il a fait campagne. C'est pour cela qu'il a obtenu la marge qu'il a eue. Il est donc très malhonnête de sa part de se retourner 18 mois plus tard et d'utiliser cette revendication électorale, ce prétendu mandat, pour lancer une guerre d'agression non déclarée et illégale de changement de régime. Illégale selon les normes constitutionnelles américaines et aussi au niveau international. C'est incroyable, le genre de contorsion qu'elle essaye de faire, manifestement totalement acquise à Israël et aux néoconservateurs qui influencent Trump sur ce sujet. Donc, c'est un mensonge, c'est malhonnête, c'est aussi un coup de poignard dans le dos du peuple américain et certainement de tous ceux qui ont voté pour Trump
sur cette base. Le mouvement MAGA d'origine, ils les ont tout simplement jetés sous le bus. Et pourquoi? They've just thrown them right under the bus. And why? For promises of fame and fortune. Pour des promesses de gloire et de fortune lors du prochain cycle électoral en 2028. On leur a tous promis une place à la table. On a promis à Tulsi une place sur le ticket, très probablement, d'après ce que je comprends, en tant que candidate à la vice-présidence lors du prochain cycle présidentiel. Mais elle n'est pas la seule à qui on a fait cette promesse. Ils l'ont probablement promise à une demi-douzaine d'autres personnes. C'est ainsi que fonctionne la politique. C'est ce que fait le lobby israélien avec son pouvoir et son influence, avec son argent. Ils peuvent avoir ces conversations en coulisses avec des gens comme Gabbard ou comme Rubio ou d'autres encore. Je veux dire, si l'on regardait vraiment qui a reçu quelle promesse, il n'y aurait pas assez de places disponibles dans le prochain train électoral pour le nombre de personnes à qui l'on a promis une place dans ce train. Tulsi n'est qu'une de plus, une politicienne malléable et changeante, prête à se transformer en tout ce qu'il lui faut être. J.D. Vance est pareil. Il changera et se transformera dans la direction où va le train politique afin de conserver le pouvoir. Il s'adaptera en conséquence. Ce ne sont donc que des coquilles vides, ces gens-là, et ils se déplacent selon le pouvoir. Et quand les oligarques et les puissants de l'industrie, la mafia israélienne, quelle que soit la direction qu'ils veulent faire prendre à ces politiciens américains, ils iront. Et on leur promet, « Oh, tu pourras faire beaucoup de bien si tu restes au pouvoir. » Les fans inconditionnels de Tulsi, il n'en reste plus beaucoup, disent « Oh non, elle ne devrait pas démissionner. » Ce serait mieux si elle restait au gouvernement. Mieux si elle y restait, car elle pourrait changer les choses de l'intérieur. Et comment se passe ce changement de l'intérieur en ce moment? Pas très bien. Elle a été récupérée. Elle a été récupérée par la machine de guerre. Elle fait maintenant partie de la machine de guerre. Elle en est désormais la plus grande défenseuse. Et c'est pour cela qu'ils l'ont choisie. Ils savaient que s'ils pouvaient la prendre et la transformer en arme létale au service de ce cartel criminel international, ils remporteraient une victoire immense. Ils ont éliminé toute opposition potentielle future en Tulsi Gabbard en tant que démocrate anti-guerre ou autre. Ils s'en sont débarrassés. Elle est maintenant dans leur camp. Et c'est ainsi que ça se passe. C'est la même chose avec tous ces types de personnes qu'ils sélectionnent sur cette base, qu'ils puissent les retourner. Ensuite, elles en deviennent partie, elles sont récupérées, et au final, Tulsi en vient à prôner la guerre. Elle joue un rôle central dans la poussée qui nous mène vers la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui. C'est un changement énorme, un virage à 180 degrés par rapport à sa position d'il y a 2 ou 3 ans. Et beaucoup d'entre nous se demandent maintenant si elle a jamais été sincère dans ses positions anti-guerre, ou si ce n'était qu'un jeu destiné à passer d'une étape à l'autre. Je pense que c'est une question légitime à ce stade, mais elle nourrit de grandes ambitions politiques pour 2028, et cela explique probablement beaucoup de choses sur ce qu'elle fait en ce moment. Oui, merci beaucoup Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Oui, merci Nima. Ce sont des temps très difficiles pour le monde, surtout pour les habitants d'Iran, les habitants d'Asie de l'Ouest. Et cela va aussi devenir de plus en plus difficile pour les Américains s'ils laissent leurs dirigeants les entraîner sur cette voie imprudente. C'est ma conviction profonde, et je ne suis pas le seul à la partager. Donc tout ce que nous pouvons faire à ce stade, Nima, c'est essayer de soulever les questions aussi honnêtement que possible, et prier à ce stade. Exactement. À bientôt. Oui, à bientôt, merci.